Je m'appelle Cole Caldwell. La vie tranquille que je me suis construite à Portland n'a jamais été une question de tendance ou de minimalisme pour le plaisir. C'était de la survie. Des comptoirs propres, des murs neutres, un calendrier qui fonctionnait comme un métronome, un travail où les chiffres se comportaient comme les gens ne l'ont jamais fait. Je suis Cole Caldwell, analyste financier au début de la trentaine, le gars qui quitte les fêtes en premier et répond tard aux SMS parce que le silence semble plus sûr que les mauvais mots. J'ai appris il y a longtemps que le moyen le plus simple d'éviter les ennuis dans ma famille était de prendre le moins de place possible. Sourire quand on est censé le faire. Ne parler que lorsqu'on vous adresse la parole. Rester en retrait. Laissez les personnes plus bruyantes sentir que la pièce leur appartient. C'était la règle tacite dans la maison des Caldwell. Perfection à l'extérieur, givre à l'intérieur. Si vous regardiez depuis la rue, notre maison à Greenwich, dans le Connecticut, était exactement ce que les gens imaginent quand ils entendent « vieille fortune »,« symétrie »,« pierre ». Une allée qui semblait n'avoir jamais vu une feuille morte. Mais la chaleur n'y vivait pas. Elle venait parfois en visite, comme un invité qui a oublié son manteau et est parti tôt. Ma mère, Marianne, dirigeait cette maison comme d'autres gèrent une marque. Tout avait un angle correct. Tout avait une histoire correcte. Les histoires importaient plus que les sentiments qui se cachaient dessous. Si vous lui demandiez quel genre de famille nous étions, elle pouvait vous donner une réponse impeccable sur le ton d'un communiqué de presse. Si vous lui demandiez comment allait son fils, elle faisait une pause comme si elle avait besoin de se souvenir de mon nom d'abord, puis vous disait que j'allais bien de la même manière qu'on dirait qu'une lampe fonctionne. Ma sœur Blair était la pièce maîtresse de cette marque. Elle n'entrait pas seulement dans les pièces. Elle arrivait. Les gens ajustaient leur corps autour d'elle sans qu'on le leur demande. Elle avait ce talent pour prendre tout l'oxygène et appeler ça du charisme. Et ma mère l'applaudissait, le nourrissait, le polissait. Le rire de Blair était toujours le plus fort. L'opinion de Blair était toujours la plus drôle. Les besoins de Blair étaient toujours les plus urgents. Mon père, Robert, était différent. Il n'était pas le genre de père chaleureux et bavard qu'on voit dans les publicités, mais il voyait les choses. Il remarquait. Il se tenait derrière moi dans la cuisine quand j'étais plus jeune, ne disant pas grand-chose, posant simplement une main sur mon épaule comme un point d'ancrage, comme s'il me faisait savoir que je n'étais pas fou de me sentir invisible. Quand je ramenais de bonnes notes, il n'applaudissait pas et n'organisait pas de fête, mais il hochait la tête, lentement et solidement. Et ce hochement de tête signifiait plus que le « c'est bien » distrait de ma mère. Dans une maison où l'affection était rationnée, la présence silencieuse de mon père était ce qui se rapprochait le plus de la sécurité pour moi. Puis il est mort, et la seule chose stable dans cette maison a disparu, comme si quelqu'un avait éteint une lumière et fait semblant de ne pas entendre le clic. Je suis retourné à Greenwich pour les funérailles, parce qu'on fait ça, même quand on a passé des années à essayer de devenir une personne qui n'a besoin de personne. Le service était cher de toutes les manières qui n'étaient pas réconfortantes. Les fleurs étaient immenses. Les bancs étaient bondés de gens qui connaissaient le nom de mon père mais pas sa voix. Ma mère était inhabituellement pointilleuse sur les détails, la disposition des places, l'ordre des orateurs, quelle photo de papa devait être imprimée sur le programme. Elle traitait le deuil comme un emploi du temps à gérer. Blair était calme, pas engourdie, pas dévastée, calme. Plutôt comme si elle avait déjà lu la fin du livre et attendait que tout le monde rattrape son retard. Elle serrait les gens dans ses bras, acceptait les condoléances, s'éponguait les yeux aux moments appropriés, et n'a jamais eu l'air de pouvoir vraiment s'effondrer. Dans les jours qui ont suivi, la maison s'est remplie de mouvements. Traiteurs, familles, amis, des gens qui se promenaient dans le bureau de papa comme si c'était une exposition de musée. J'ai dérivé à travers tout cela, écoutant plus que je ne parlais. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer les petites incohérences. Blair s'éloignait constamment pour prendre des appels. Pas des appels rapides du genre « je te rappelle ». De longs appels délibérés. J'attrapais des bribes en passant dans le couloir. Le dossier devrait déjà être là. Non, pas encore. Le timing est important. Nous le ferons quand ce sera pertinent. Les mots étaient vagues, mais le ton ne l'était pas. Elle avait l'air de quelqu'un qui coordonnait quelque chose. Chaque fois que j'apparaissais, elle changeait instantanément, sa voix s'adoucissant, changeant de sujet avec cette aisance qu'elle avait pratiquée. J'ai demandé une fois, nonchalamment, à qui elle parlait. Elle a souri comme si j'avais demandé quel temps il faisait et a dit « je m'occupe juste des choses ». Cela ne ressemblait pas à s'occuper.
Cela ressemblait à du contrôle. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Le deuil fait ça, n'est-ce pas? Il fait chercher des schémas, des menaces, du sens à votre cerveau. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose se mettait en place autour de moi. Comme si les meubles d'une pièce avaient été réarrangés pendant que je ne regardais pas, et que tout le monde s'attendait à ce que je fasse semblant de ne pas le remarquer. Je suis retourné à Portland après les funérailles parce que rester à Greenwich, c'était comme dormir dans une pièce où l'air ne circulait pas. Portland avait du sens. Les routines avaient du sens. La pluie avait du sens. J'ai essayé de redevenir l'homme qui ne pensait à sa famille que lorsque c'était absolument nécessaire. J'y suis presque parvenu, jusqu'à ce que ma mère appelle quelques mois plus tard avec une voix trop enjouée, trop lisse, comme si elle avait fait quelques répétitions avant de composer le numéro. Cole, dit-elle, et elle étira mon nom comme un ruban. Nous allons organiser un petit dîner d'anniversaire pour toi à la maison. Petit, à la maison, pour moi. Les mots ne correspondaient pas à la réalité que j'avais vécue. Mon anniversaire n'avait jamais été une production. Les anniversaires de Blair étaient des productions. Les miens étaient des notes de bas de page. Alors, quand ma mère a soudainement voulu un petit dîner au manoir, mon estomac s'est noué avant que mon esprit ne comprenne. Maman, tu n'es pas obligée, commençai-je. Absurdité, coupa T.L., d'une voix légère et répétée. C'est important. Nous devrions être ensemble. Ensemble. Un autre mot qui ne nous appartenait pas. Je fixais le mur de ma cuisine à Portland. Celui que je gardais volontairement vide. J'aurais pu dire non. J'aurais pu inventer une excuse de travail. J'étais doué pour disparaître. Mes deux pensées m'ont cloué sur place. La première, je devais savoir ce qui se passait avec le testament de papa. Non pas parce que j'étais avide, mais parce que l'incertitude est une arme dans les familles comme la mienne, et j'en avais assez d'être désarmé. La seconde, j'en avais assez de fuir. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez peu exigeant pour mériter la paix, et je ne l'avais jamais obtenue de toute façon. Peut-être qu'il était temps de regarder le froid en face et d'arrêter de prétendre qu'il n'était pas là. D'accord, dis-je finalement, je viendrai. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas ressenti de soulagement. J'avais l'impression d'avoir accepté de me présenter sur une scène qui avait été montée sans mon consentement. Je me suis dit que ce n'était qu'un dîner. Je me suis dit que j'étais dramatique. Mais à mesure que la date approchait, cette certitude inquiétante grandissait. Il ne s'agissait pas de me célébrer. Il s'agissait d'eux ayant besoin de moi sur une chaise, sous une lumière, au moment exact. La veille de mon vol, un courriel automatisé est arrivé dans ma boîte de réception d'un transporteur. Rien d'inhabituel. Je commande plein de choses ennuyeuses, de l'encre d'imprimante, de la poudre de protéines, des fournitures de bureau. Mais celui-ci ne m'était pas adressé. C'était une notification de livraison pour la maison des Caldwell à Greenwich. Le destinataire était Blair Caldwell. La description était vague, quitte ou test, le genre d'étiquette générique qui pourrait signifier n'importe quoi, mais il était marqué comme étant en cours de livraison avec une heure qui correspondait trop bien à mon arrivée. Je fixai l'écran plus longtemps que nécessaire. Mon esprit offrit une douzaine d'explications innocentes. Blair aurait pu commander un test de santé, un test Covid, un panel de vitamines, n'importe quoi. Mais les poils de ma nuque se sont quand même hérissés à cause du timing, à cause de la façon dont elle parlait de dossier et de timing, parce que l'invitation de ma mère avait sonné comme un script, et cela ressemblait à un accessoire livré sur un plateau de tournage. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé autour de mon appartement la vie que je m'étais construite qui ne nécessitait l'approbation de personne. Puis j'ai imaginé la salle à manger de Greenwich, la longue table, l'argenterie polie, la façon dont les yeux de ma mère cherchaient toujours les imperfections, comme si elle cherchait une raison d'être déçue. Je me suis dit une fois de plus que je réfléchissais trop. Mais juste avant de m'endormir, j'ai admis la vérité que j'avais contournée toute la journée. Quoi qu'il m'attende dans cette maison, ce ne serait pas du gâteau et des bougies. Ce serait quelque chose qu'il voulait que je voie, quelque chose à quoi il voulait que je réagisse. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas planifié comment leur plaire. J'ai planifié comment les observer. La salle à manger des Caldwell avait toujours l'air d'avoir été préparée pour une séance photo de magazine 5 minutes avant votre arrivée. Une lumière dorée et chaude. Une table si longue qu'elle donnait l'impression que les conversations étaient des négociations. Des assiettes placées avec une précision chirurgicale. Des couverts alignés comme des soldats.
Même l'air sentait le parfum étudié, du produit à polir au citron, des bougies chères, quelque chose de vaguement floral qui n'appartenait jamais à la vie réelle. Cela aurait dû être accueillant. Ça ne l'a jamais été. La perfection dans cette maison n'était pas du confort. C'était un avertissement. Ne gâche pas ça. Ma mère était déjà assise quand je suis entré, un verre de vin à la main. La première chose que j'ai remarquée n'était pas la boisson elle-même. C'était ce qu'elle en faisait. Elle faisait tourner la tige entre ses doigts, encore et encore, comme si le verre était la seule chose stable dans son monde. Elle prenait de petites gorgées qui changeaient à peine le niveau, mais elle s'assurait qu'il ne soit jamais vide. Son sourire est apparu sur commande, serré sur les bords. « Joyeux anniversaire », dit-elle, et cela sonna comme une formalité. Blair est arrivée une minute plus tard, comme si elle montait sur scène. Des cheveux parfaits, une tenue parfaite, ce genre de bronzage qui vous dit qu'elle a le temps et l'argent pour l'entretien. Elle s'est penchée pour me faire la bise dans l'air, sans vraiment me toucher, puis s'est glissée dans son siège avec une confiance qui ne demandait pas la permission. « Cole », dit-elle, comme si mon nom était une blague qu'elle avait déjà entendue. « Regarde-toi. Portland te traite toujours simplement. » Elle n'a pas attendu de réponse. Blair n'attendait jamais. Elle s'est lancée dans un flot de nouvelles sur elle-même, de nouveaux plans pour une rénovation, un voyage qu'elle venait de faire, des gens qu'elle avait rencontrés, le genre de name-dropping qui se voulait désinvolte. Ma mère riait à tous les bons moments, même quand rien n'était drôle. Je suis resté assis là et j'ai laissé les mots me submerger, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Être agréable. Être petit. Ne pas créer de friction. Mais l'air dans la pièce semblait étrange. Pas seulement tendu, mais dans l'attente. Comme si tout le monde comptait les temps dans sa tête, attendant le moment où la musique tomberait. À un moment donné, entre l'histoire de Blair sur un complexe privé et la troisième tentative de ma mère de remplir son vin sans vraiment le boire, j'ai essayé d'aborder le seul sujet qui comptait. J'ai gardé ma voix douce, presque polie au point de m'effacer. Je voulais demander, dis-je, à propos du testament de papa. Juste pour le timing. J'ai besoin de savoir quand il y aura une lecture pour que je puisse m'arranger pour prendre un congé. C'était le genre de phrase qui aurait dû être normale, adulte, responsable. Dans notre famille, c'était comme une fusée de détresse tirée dans la nuit. Ma mère se figea. Pas de façon dramatique, juste assez pour que l'on puisse voir son sourire cesser de fonctionner pendant une demi-seconde. Ses yeux se sont tournés vers Blair, rapidement, presque inconsciemment, comme si elle attendait un signal, comme si elle avait besoin d'une permission pour répondre. La bouche de Blair s'est courbée en un sourire qui n'était pas amical. C'était le genre de sourire que l'on porte quand on sait quelque chose que l'autre personne ignore. « Oh » dit-elle, douce comme du glaçage. « Tu t'inquiètes pour ça ?»« Je ne suis pas inquiet », ai-je répondu. « Prudent. Je veux juste être informé. »« Tu le seras » dit Blair. « Tout sera géré au bon moment. » La façon dont elle a dit « au bon moment » m'a fait frissonner. Ce n'était pas un réconfort. C'était un rappel que le calendrier lui appartenait. Ma mère s'éclaircit la gorge et hocha la tête trop rapidement. « Oui » ajouta-t-elle, la voix trop légère. « Nous ne sommes tout simplement pas encore prêts. » J'ai regardé entre elles et j'ai senti quelque chose changer. Le testament n'était pas une affaire de famille. C'était un levier. Et j'étais la pièce sur l'échiquier dont elle discutait sans jamais me nommer directement. Le dîner a continué, mais j'ai cessé de le goûter. La nourriture était chère, parfaitement cuite, et complètement sans importance. Blair n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil entre ses histoires, son expression vive d'anticipation, comme si elle attendait que je dise la mauvaise chose pour pouvoir bondir. Les doigts de ma mère n'arrêtaient jamais de tourner autour de la tige de ce verre de vin. Elle ne me regardait pas beaucoup. Quand elle le faisait, ses yeux ne tenaient pas. Ils rebondissaient, comme si le contact brûlait. Quand ma mère s'est levée pour apporter le dessert, je m'attendais à un gâteau. Peut-être quelque chose de réfléchi, quelque chose qui justifierait toute cette performance. Ce qui est arrivé, c'est un petit gâteau acheté en magasin qui n'avait même pas été transféré sur une plus belle assiette. C'était comme si la partie célébration avait été ajoutée à la dernière minute, un accessoire pour rendre la scène crédible. Avant que ma mère ne puisse même le poser correctement, Blair a repoussé sa chaise avec un timing théâtral. En fait, dit-elle, en attrapant une boîte emballée dans du papier argenté brillant. Je t'ai apporté quelque chose.
Le visage de ma mère se vida si rapidement que l'on aurait dit que quelqu'un avait retiré le bouchon de son expression. Blair, dit-elle, et sa voix se brisa sur le nom, comme un avertissement qu'elle n'avait pas le courage de finir. Blair l'ignora. Elle fit glisser la boîte sur la table vers moi, pas doucement, fermement, comme si elle livrait une preuve. Vas-y, dit-elle, en se penchant, son sourire fin et éclatant. Ouvre-la. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui ne semblait pas naturelle. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait fort. Mes mains ont bougé parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où elles pouvaient aller. J'ai décollé le papier, soulevé le couvercle et vu un kit de test ADN niché à l'intérieur. Pendant une seconde, mon cerveau ne l'a pas enregistré. Non pas parce que je ne comprenais pas ce que c'était, mais parce que je ne pouvais pas croire qu'elle le ferait à voix haute. Devant notre mère, dans la maison où nous prétendions avoir des manières. Blair a ri. Un petit son doux qui m'a transpercé. Peut-être que ceci, dit-elle assez fort pour arrêter toutes les fourchettes en plein vol, expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme dans cette famille. Les mots ont atterri comme une gifle, non seulement parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient spécifiques. Les gens n'utilisent pas cette phrase à moins de l'avoir gardée dans leur bouche pendant longtemps. J'ai regardé ma mère instinctivement, m'attendant, espérant quelque chose, un déni, de la colère, même une défense performative. Tout ce qui disait que je comptais assez pour être protégé. Ce que j'ai eu, c'est de la peur. Marianne n'a pas grondé Blair. Elle ne lui a pas dit de s'excuser. Elle n'a même pas dit mon nom. Elle a tressailli comme si la phrase avait exposé un fil qu'elle avait passé des décennies à cacher. Ses lèvres se sont entr'ouvertes et tout ce qui en est sorti, c'est un mince murmure étranglé. Blair. Juste ça, un plaidoyer, pas une réprimande. Puis le silence. Le genre de silence qui confirme plus que les mots ne le pourraient jamais. À ce moment-là, l'humiliation n'était même pas le sentiment le plus vif dans ma poitrine. Le sentiment le plus vif était la clarté. Il ne soupçonnait pas. Il savait. Ce n'était pas une insulte d'ivrogne ou une cruauté gratuite. C'était une réplique répétée dans un plan. Et la réaction de ma mère m'a dit la vérité. Elle ne dirait jamais que Blair venait de dire quelque chose qui n'était censé rester que derrière des portes closes. J'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai gardé mon visage impassible. Je n'ai pas donné à Blair la réaction qu'elle voulait. J'ai remis le couvercle sur la boîte lentement, comme si ce n'était qu'un autre cadeau gênant. J'ai forcé une respiration par le nez, j'ai senti le goût du produit à polir au citron dans l'air, et j'ai hoché la tête une fois. Waouh, dis-je doucement, comme si je commentais la météo. Joyeux anniversaire à moi. Les yeux de Blair se sont rétrécis, presque déçus. Elle voulait des larmes ou de la rage. Elle voulait une scène. Mon calme lui a refusé le point culminant. Je me suis levé, j'ai remercié ma mère pour le dîner, parce que mon corps connaît le script même quand mon esprit crie, et je me suis excusé. Ma mère ne m'a pas arrêté. Elle n'a pas suivi. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle est juste restée assise là avec son verre de vin comme s'il la tenait debout. À l'étage, mon ancienne chambre semblait étrange. Elle était trop propre, trop mise en scène, comme si quelqu'un l'avait préparée pour mon retour. Pas avec amour, mais avec contrôle. Le lit était fait au carré. Les étagères étaient dépoussiérées. Les petites choses dont je me souvenais, le désordre aléatoire et un vieux sweatshirt fourré dans un coin, avaient disparu. J'ai posé le kit ADN sur le lit et je suis resté au milieu de la pièce, écoutant la maison s'installer. Chaque instinct en moi disait, pars, va à un hôtel, éloigne-toi de cet endroit et de ce sentiment. Mais un autre instinct, plus froid et plus stable, m'a retenu là. S'il m'avait ramené dans cette maison pour une raison, la maison pourrait détenir le reste de la raison. J'ai ouvert le placard et j'ai passé mes doigts le long de l'étagère du haut. De la poussière. Sauf sur une section où la poussière avait été étalée, comme si une boîte avait été glissée et repoussée récemment. Cela ne correspondait pas à la logique de la négligence. Si personne ne touchait à rien, la poussière serait uniforme. C'était une trace nette. Une intervention humaine récente. J'ai fixé cette traînée comme si c'était une empreinte digitale. En bas, je pouvais entendre un faible rire. La voix de Blair qui portait dans le couloir. Celle de ma mère qui répondait, trop aiguë. Elle passait déjà à autre chose, traitant déjà ce qui venait de se passer comme un divertissement. Comme si j'étais un divertissement. J'ai expiré lentement,
Non pas pour me calmer, mais pour me concentrer. Je ne partais pas ce soir. Pas encore. Pas avant de savoir ce qu'ils avaient touché dans ma chambre. Pas avant d'avoir trouvé ce qu'ils essayaient de garder d'avance. Parce que maintenant, je comprenais quelque chose que je n'avais pas voulu admettre auparavant. Ce dîner n'était pas une célébration. C'était un coup monté. Et s'il s'était donné la peine de le monter, il y avait plus à venir. Je me suis retourné vers le placard, j'ai tiré une chaise et j'ai attrapé la première boîte sur l'étagère du haut. Avec la patience prudente de quelqu'un qui sait que les preuves peuvent disparaître au matin, j'ai rapproché la chaise de l'étagère du placard et j'ai commencé à descendre les boîtes une par une, assez lentement pour ne pas faire de bruit, assez vite pour ne pas me dissuader. La maison s'était installée dans son calme nocturne, le genre de calme qui n'est pas paisible, juste cher. Quelque part en bas, je pouvais encore entendre un faible écho du rire de Blair. Puis il s'est estompé comme si la maison l'avait avalé. J'ai allumé la lampe près de mon lit au lieu du plafonnier. Je ne voulais pas annoncer ce que je faisais. Je ne savais même pas de qui je me cachais. De vieux instincts. Ne pas demander la permission. La première boîte contenait exactement ce à quoi je m'attendais. Des cahiers d'école avec mon nom écrit trop soigneusement sur la couverture, des dossiers de papier notés à l'encre rouge. Le genre de preuve de bon élève que j'avais l'habitude d'empiler comme si cela pouvait me valoir une place. J'ai feuilleté un test d'orthographe de CE2 et j'ai senti quelque chose de pointu dans ma gorge qui n'avait rien à voir avec la nostalgie. Ce n'est pas que mon enfance me faisait plus mal maintenant. C'est que je pouvais la voir clairement. J'avais tout fait correctement. J'avais été silencieux, serviable, facile. Et cela ne m'avait toujours pas rendu désiré. Ces excellentes notes, ces petites étoiles dorées parfaites, n'étaient pas la preuve que j'étais aimé. C'était la preuve que j'avais essayé. La boîte suivante contenait des photos, des réunions de famille, des sourires crispés. Le manoir des Caldwell habillé pour les saisons comme si c'était lui qu'on célébrait. Sur presque chaque photo, Blair était au centre. La main de ma mère était sur son épaule. Mon père se tenait légèrement en arrière comme s'il ne voulait pas bloquer la vue. Et moi, j'étais toujours sur le côté, à moitié dans le cadre, comme si j'étais entré à la dernière seconde et que personne n'avait pris la peine de bouger. J'ai continué à creuser, et le creusage a cessé d'être une réminiscence. Il a commencé à ressembler à un inventaire, comme si j'auditais mon propre passé à la recherche d'irrégularités. C'est ce que fait le deuil quand il se mêle à la suspicion. Il vous transforme en quelqu'un qui ne peut pas laisser les choses en paix. Au fond d'une boîte qui n'appartenait pas à cette étagère, une de ces boîtes de déménagement génériques sans étiquette, j'ai trouvé une enveloppe. Elle n'était pas rangée comme si elle avait été oubliée. Elle était posée à plat, presque avec soin, comme si quelqu'un voulait qu'elle soit trouvée, mais pas trop facilement. Le papier semblait plus récent que tout ce qui l'entourait. Les coins n'étaient pas adoucis par le temps. Le rabat n'était pas jauni. Cela ne correspondait pas à la poussière et à l'usure du reste de la boîte. Mon pouce s'est mis à battre lentement et lourdement, comme lorsque votre corps sait quelque chose avant que votre cerveau ne l'admette. J'ai sorti l'enveloppe et je l'ai tenue à la lumière de la lampe. Pas de nom dessus, pas d'adresse de retour, juste du papier ordinaire et un rabat scellé. Pendant une seconde, je l'ai fixée comme si elle pouvait mordre. Puis je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une photographie. Ma mère y était plus jeune. Plus douce autour des yeux, tenant un bébé sur sa hanche. Moi. Je savais que c'était moi avant même de reconnaître les petits détails. Mes cheveux, la forme de mes joues. Mais la partie qui m'a retourné l'estomac, c'est l'homme qui se tenait à côté d'elle. Il avait un bras autour des épaules de ma mère comme s'il était à sa place. Ce n'était pas mon père. Ce n'était pas Robert Caldwell. J'ai étudié son visage comme si je pouvais en tirer des réponses. Des cheveux noirs, une mâchoire nette, un sourire qui semblait étudié mais pas cruel. Il portait un costume qui lui allait trop bien pour être un hasard. L'arrière-plan ressemblait à une sorte d'événement formel, peut-être une collecte de fonds, le genre auquel les Caldwell assistaient toujours et n'appréciaient jamais. J'ai retourné la photo avec des mains qui me semblaient soudain maladroites. 2 mots étaient écrits au dos de l'écriture de ma mère. Pardonne-moi. C'est tout. Pas de date. Pas d'explication, pas de nom, juste une confession sans contexte, comme si elle l'avait écrite pour elle-même et avait oublié que quelqu'un d'autre pourrait la lire. Je me suis assis lourdement sur le bord du lit et j'ai fixé la photo jusqu'à ce que mes yeux commencent à se brouiller. Pas de larmes, pas encore.
de l'effort de me maintenir stable. Mon esprit a parcouru toutes les possibilités, adoption, liaison, un arrangement familial dont personne n'avait jamais parlé. Mais la conclusion la plus simple continuait de s'imposer à travers le bruit, et c'était comme avaler du verre. Je n'étais pas le fils biologique de Robert Caldwell, et ma mère le savait. Je ne me suis pas laissé emporter. Pas encore. J'ai fait ce que je fais quand j'ai peur. J'ai documenté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos comme un homme qui constitue un dossier. Le recto de la photo, le verso de la photo, l'enveloppe elle-même, l'intérieur de la boîte, la position de la boîte sur l'étagère, l'angle de la poussière autour. La dernière partie m'a surpris moi-même, mais en me penchant de plus près, je l'ai vue. La poussière le long du fond de cette boîte n'était pas uniforme. Il y avait des traînées nettes, comme si quelque chose avait été soulevé et remis récemment. L'enveloppe n'était pas restée là, intacte, pendant des années. Quelqu'un l'avait manipulée. C'est la partie qui m'a glacé le sang. Si personne n'avait touché à mes vieilles affaires, la poussière serait uniforme. Le personnel de maison pouvait nettoyer les surfaces, bien sûr, mais il ne sortait pas les boîtes des étagères du placard. Ce n'était pas du ménage. C'était quelqu'un qui cherchait, quelqu'un qui vérifiait, quelqu'un qui s'assurait que certaines choses étaient là où il le voulait. Soit ma mère était venue ici, soit Blair l'avait fait. Et s'ils étaient venus dans ma chambre récemment, alors le cadeau ADN de ce soir n'était pas seulement de la cruauté. C'était une chorégraphie. Une scène qui avait été planifiée, positionnée et répétée jusqu'aux accessoires. J'ai remis la photo dans l'enveloppe et je l'ai tenue un instant, comme si elle était plus lourde que du papier. Puis je l'ai posée sur le lit, à côté du kit ADN. Les voir l'un à côté de l'autre m'a serré la poitrine. Le kit n'était pas un cadeau gag. C'était une arme enveloppée dans du papier argenté. J'ai pris le kit et j'ai lu les instructions plus attentivement que quiconque ne le fait lorsqu'il est simplement curieux de ses ancêtres. Il y avait un code d'enregistrement. Il y avait des instructions pour créer un compte, entrer votre courriel, votre numéro de téléphone, votre adresse postale. Le langage était amical, décontracté, conçu pour vous faire sentir en sécurité. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le visage de Blair quand elle l'a fait glisser sur la table et la peur de ma mère quand elle n'a même pas pu me défendre. Si Blair a acheté ce kit, que pouvait-elle voir d'autre? Suivi des commandes, mise à jour de statut. Pourrait-elle appeler l'entreprise et se faire passer pour moi? Pourrait-elle pêcher des informations de la même manière qu'elle pêchait le contrôle dans chaque pièce où elle entrait? Je ne savais pas, mais je n'allais pas lui en donner l'occasion. J'ai ouvert une application de notes et j'ai commencé à lister des étapes comme si je planifiais une opération. Nouvelle adresse courriel, pas de numéro de téléphone personnel attaché, résultat livré à une boîte postale distincte à Portland. Garder chaque reçu, photographier chaque code, documenter les dates, les heures, tout ce qui pourrait être remis en question plus tard parce que je pouvais déjà entendre l'argument futur arriver. Tu l'as falsifié. Tu l'as mal lu. Tu es dramatique. Tu embarrasses la famille. J'en avais fini d'être la personne qui perdait par défaut parce que je n'étais pas préparé. Pourtant, rien de tout cela ne répondait à la seule chose que je ne pouvais pas continuer à contourner éternellement. Je suis resté assis là, sur le lit, à regarder le kit et j'ai senti le poids d'une vérité que j'avais évitée toute ma vie. J'avais toujours soupçonné que je n'étais pas à ma place. Je n'avais juste jamais eu de preuve. Blair m'avait remis une preuve comme une blague, et ma mère l'avait confirmé par son silence. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté allongé là, à regarder le plafond, à écouter la vieille maison respirer, des tuyaux qui claquent, du bois qui s'installe, le bourdonnement lointain d'un système de CVC qui ne s'arrêtait jamais. Dans ma tête, les questions s'alignaient comme des dominos. Si je n'étais pas un Caldwell par le sang, qui étais-je? Qui était l'homme sur la photo? Et pourquoi Robert Caldwell, mon père, de toutes les manières qui comptaient, m'avait-il gardé dans cette maison? Si la vérité était juste là, attendant de tout réduire en cendres. Juste avant l'aube, j'ai pris une décision qui ressemblait moins à du courage qu'à une nécessité. J'allais envoyer le test, non pas pour satisfaire Blair, non pas pour apaiser ma mère. J'allais l'envoyer parce que j'en avais assez de vivre dans un point d'interrogation. Avant de fermer les yeux, j'ai remis l'enveloppe exactement où je l'avais trouvée, jusqu'à l'angle, jusqu'à la façon dont la poussière était posée autour. Je ne voulais pas que quiconque sache que je l'avais vue. Pas encore. Puis j'ai placé le kit ADN dans mon bagage à main comme s'il était fragile,
comme s'il pouvait se briser et répandre ma vie sur le sol. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai quitté la maison des Caldwell avec le même visage calme que j'avais porté à table. J'ai dit au revoir comme si de rien n'était. J'ai serré ma mère dans mes bras parce que c'est ce que font les fils, même quand leurs mères ne peuvent pas les regarder dans les yeux. Blair m'a regardé depuis le seuil avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dans la voiture pour l'aéroport, j'ai regardé les pelouses manucurées et les clôtures en pierre et je me suis répété une chose, encore et encore, comme une promesse. J'obtiendrai la vérité selon mes propres termes. Et quand elle viendra, je ne serai pas celui qui sera pris au dépourvu. Portland m'a accueilli comme il le faisait toujours. Ciel gris, trottoir mouillé, le doux sifflement des pneus sur la chaussée. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, c'était contaminé, comme si le calme que j'avais construit était soudainement poreux, et que chaque moment de silence avait de la place pour que le rire de ma sœur y résonne. Je suis allé travailler, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert des feuilles de calcul, j'ai répondu à des courriels, j'ai hoché la tête lors de réunions, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour me comporter comme le même homme qui était parti. Mais tout le temps, mon esprit rejouait cette scène de salle à manger avec une clarté cruelle, la boîte argentée glissant sur la table, la voix de Blair lançant cette phrase comme une fléchette, le visage de ma mère se vidant comme si elle avait vu un fantôme. J'ai commencé à tenir un journal sur mon téléphone. Pas des entrées de journal dramatiques. Des faits. La date à laquelle j'ai reçu l'appel de ma mère m'invitant au petit dîner d'anniversaire. La date à laquelle j'ai reçu la notification d'expédition à Greenwich, destinataire Blair. Description, kit de test. La date du dîner. Les mots exacts que Blair a utilisés. La réaction exacte de Marianne. Comment elle ne m'a pas défendu. Comment elle a chuchoté le nom de Blair comme un avertissement destiné à empêcher la vérité d'être dite à voix haute. J'ai noté la marque et le modèle du kit ADN. Le code d'enregistrement, le numéro de lot imprimé en petits caractères sur le rabat intérieur. J'ai tout noté parce que quelque chose en moi a compris que cela ne resterait pas personnel. Les familles comme la mienne ne se battent pas avec des sentiments, elles se battent avec des récits. Et je n'allais pas perdre simplement parce que je n'avais pas gardé de preuves. Le lendemain matin, je me suis rendu à un centre d'expédition et j'ai posté le kit. Pas depuis mon quartier, pas depuis mon bureau de poste habituel. J'ai payé d'une manière qui n'était pas liée à mes comptes principaux. Ensuite, je suis allé directement à un petit service de location de boîtes aux lettres et j'ai ouvert une boîte postale. La femme derrière le comptoir ne se souciait pas de qui j'étais. Elle voulait juste que mes papiers soient signés et mon paiement traité. C'était l'interaction la plus honnête que j'avais eue depuis des jours. Pour l'enregistrement par courriel, j'ai créé une nouvelle adresse sans identifiant personnel, pas de call, pas de Caldwell, pas d'anniversaire, rien que Blair ne pourrait deviner en 5 essais. Je n'ai pas attaché mon numéro de téléphone. Je ne l'ai pas synchronisé avec mes appareils. J'ai traité ce courriel comme un tiroir verrouillé qui n'existait que pour un seul but. Quand j'ai finalement enregistré le kit, j'ai utilisé l'adresse de la boîte postale pour tout. Cela semblait paranoïaque. C'était aussi la première fois que je prenais le contrôle de ma propre histoire. Attendre les résultats était une torture en soi, car cela transformait chaque jour en un compte à rebours. J'étais à mon bureau, écoutant à moitié un collègue expliquer une prévision, et mon esprit dérivait vers l'homme sur la photographie. J'étais dans la file d'attente pour un café et je me surprenais à étudier les visages des étrangers, me demandant si l'un d'eux me ressemblait. J'ai essayé de ne pas me perdre dans des théories, mais la vérité est que j'avais vécu dans la suspicion si longtemps que je ne savais plus être patient. Quand la notification est finalement apparue, ce n'était pas dramatique. C'est arrivé un mardi après-midi alors que mon bureau était calme. Le genre de journée où le son le plus fort est l'imprimante qui se réchauffe. Mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil. Résultat prêt. Mes mains n'ont pas tremblé au début. Elles sont devenues froides. J'ai cliqué sur le courriel, je me suis connecté et j'ai fixé l'écran comme si c'était un piège. Aucune relation biologique détectée avec la lignée Caldwell. Les mots étaient là, directs et nets. Pas de colère, pas d'excuses, juste un fait qui a réorganisé toute ma vie en une seule ligne. J'ai continué à lire. Correspondance suggérée, Hartwell. Le nom m'a frappé comme une porte qui claque quelque part au loin. Je ne l'avais jamais entendu dans la bouche de ma mère, jamais entendu dans celle de mon père, jamais entendu dans la maison des Caldwell du tout. Ce n'était pas un ami de la famille. Ce n'était pas un voisin.
Ce n'était pas un partenaire commercial dont je pouvais me souvenir. C'était un nom qui appartenait à un monde que ma famille m'avait clairement tenu à l'écart. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les lettres cessent de ressembler à des lettres. Puis, presque sans réfléchir, j'ai ouvert les photos des funérailles de mon père sur mon téléphone. Je ne les avais pas beaucoup regardées. Cela semblait mal, comme si je regardais le deuil avec curiosité. Mais maintenant, je faisais défiler avec un but différent. J'ai zoomé sur la foule, sur les visages, sur les gens que ma mère n'avait jamais présentés. Il y en avait un petit groupe, bien habillé, silencieux, le genre de présence qui semble porter de l'autorité sans avoir besoin de l'annoncer. Ce n'étaient pas des amis des Caldwell. Ils ne se mêlaient pas. Ils restaient ensemble, parlaient à voix basse et partaient sans faire de scène. À l'époque, j'avais supposé qu'ils étaient des associés commerciaux. Maintenant, avec le nom Hartwell me fixant, le souvenir a changé. Ma mère avait surveillé ce groupe comme un faucon. Pas avec hospitalité, avec tension. Mon estomac s'est noué alors que les points commençaient à se relier. Je ne suis pas allé directement à la confrontation. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé Blair. J'ai fait ce que je m'étais promis de faire. J'ai gardé les choses propres. J'ai fait des captures d'écran du résultat. J'ai capturé la page montrant l'heure. J'ai capturé la correspondance suggérée. Je l'ai sauvegardée à plusieurs endroits. Puis j'ai ouvert ma conversation de groupe familial. J'ai tapé une seule phrase. Pas d'accusation, pas d'insulte, pas de paragraphes émotionnels. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ça? J'ai joint la capture d'écran et j'ai appuyé sur envoyer. La bulle de frappe n'est pas apparue tout de suite. Pendant quelques secondes, la conversation est restée silencieuse et je pouvais presque imaginer mon message atterrir comme une grenade sur ce comptoir poli de Greenwich. Puis mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai répondu et le son qui est parvenu n'était pas une salutation. C'était de la panique enveloppée de larmes, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des décennies et qu'elle était finalement à bout d'air. Cole, dit-elle, et mon nom sonnait craquelé dans sa bouche. S'il te plaît, supprime ça. C'était son premier instinct. Pas, ça va? Pas, que as-tu découvert? Pas, je suis désolé. Supprime ça. Supprimer quoi? Demandai-je, en gardant ma voix plate même si ma poitrine se serrait. Le message, l'image, tout, supplia-t-elle. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. C'est vieux. C'est. S'il te plaît, mon chéri. Tu ne peux pas quoi, insistai-je. Ne peux pas dire la vérité? Ne peux pas t'embarrasser? Ne peux pas dire à voix haute ce que tu sais clairement depuis des années. Elle a pleuré plus fort et j'ai entendu de la peur dedans, pas du chagrin. La peur d'être exposée, la peur des conséquences, la peur d'une histoire qu'elle ne pouvait plus contrôler. Supprime-le, c'est tout, a-t-elle répété. Ne fais pas ça devant les gens. Devant qui, demandai-je. Blair, la femme qui m'a tendu le test et m'a appelé l'erreur d'un autre homme. Ma mère n'a pas répondu à cela. Elle a juste continué à plaider, comme si elle pouvait rendre ses mots assez urgents pour que je cède comme je l'avais toujours fait. J'ai raccroché sans crier, non pas comme une punition, mais comme une limite, parce que si je restais en ligne, soit j'exploserais, soit je céderais, et je ne voulais ni l'un ni l'autre. Une minute plus tard, mon téléphone a vibré avec un message de Blair. Eh bien, maintenant tu sais. C'est tout. Pas de déni, pas de défense, pas de tentative d'adoucir les choses. Juste une confirmation livrée comme si elle attendait ce moment et ne se souciait pas de ce que cela me faisait. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. Puis j'ai fait une capture d'écran de ce message aussi, et je l'ai ajouté à mon dossier. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. Je suis sorti de mon immeuble de bureau à la place, dans l'air humide de Portland, et j'ai laissé le froid me réveiller. J'ai fait les 100 pas sur le trottoir, écoutant les bruits de la ville, les voitures, les voix lointaines, le rythme régulier d'un endroit où personne ne connaissait mon nom de famille. J'aurais dû me sentir libre. Je me sentais traqué. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à sortir mes propres vieux documents comme je l'avais fait à Greenwich, des dossiers que j'avais gardés de l'université, quelques papiers de famille que j'avais hérités par accident, des listes d'invitations, des programmes commémoratifs des funérailles. J'ai cherché le nom Hartwell comme on cherche une aiguille cachée dans une botte de foin familière. Je n'ai rien trouvé d'évident,
mais j'ai remarqué des schémas. Des noms sur le programme funéraire qui n'étaient pas expliqués, un reçu de fleuriste adressé à ma mère de quelqu'un dont le nom de famille ne me disait rien, une note manuscrite dans le sac à main de ma mère au moment des funérailles que j'avais photographiée sans réfléchir parce qu'elle avait semblé étrangement formelle. Toutes de petites choses, mais c'est ainsi que les grands secrets survivent. 2 jours plus tard, j'ai reçu une alerte sur le compte de courriel jetable que j'avais créé pour les résultats ADN. Une notification de sécurité. Tentative de connexion inhabituelle. Appareil différent, emplacement différent. L'heure était presque identique au moment où les résultats avaient été mis en ligne. Ma bouche est devenue sèche. Je n'avais partagé ce courriel avec personne. Je ne l'avais utilisé pour rien d'autre. J'avais été prudent et pourtant, quelqu'un avait essayé d'entrer. J'ai changé le mot de passe immédiatement. Quelque chose de long et de les coquins humains ne pourraient deviner. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai examiné chaque paramètre, chaque appareil connecté, chaque historique de connexion auquel je pouvais accéder. Je me suis déconnecté de tout. Puis je me suis assis sur mon canapé dans le calme de mon appartement et j'ai laissé la réalité s'installer. Ce n'était plus un drame familial. Quelqu'un cherchait mes informations. Quelqu'un essayait de garder une longueur d'avance sur ce que je savais. Et si Blair était calme dans son message, si ma mère était terrifiée au téléphone, et si quelqu'un avait essayé d'accéder au seul endroit où mes résultats vivaient, alors le kit ADN n'était pas seulement une mauvaise blague au dîner. C'était un outil, un levier, un moyen de suivre, de faire pression et de contrôler l'histoire au moment où elle commençait à glisser. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai ajouté une dernière ligne sous toutes les dates et captures d'écran. À partir de maintenant, rien ne passe par l'émotion. Tout passe par un avocat. Je n'avais pas encore d'avocat, mais je savais que j'allais en avoir besoin, car la version de moi qui essayait de maintenir la paix était la version qu'il savait utiliser. Et la version de moi qui se réveillait maintenant, celle qui prenait des captures d'écran, verrouillait des comptes, louait des boîtes postales, n'allait pas être gérée avec de la culpabilité, du vin et des sourires répétés. J'ai regardé la pluie de Portland strier ma fenêtre et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de l'espoir, pas du soulagement, de la résolution. Après que cette alerte de sécurité ait frappé mon courriel jetable et que j'ai tout verrouillé, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé sur mon canapé avec mon ordinateur portable ouvert sous la pluie qui tapait à la fenêtre comme un métronome, fixant la capture d'écran du message de Blair. Eh bien, maintenant tu sais, jusqu'à ce que les mots cessent de ressembler à du langage et commencent à ressembler à une menace. Je n'arrêtais pas de penser à la voix de ma mère au téléphone. Comment elle n'a pas demandé si j'allais bien? Comment elle est allée directement au contrôle des dégâts? Supprime-le. Ne fais pas ça devant les gens. Comme si mon existence était un gâchis qu'elle devait éponger avant que les voisins ne le sentent. Au matin, le choc s'était dissipé et avait laissé quelque chose de plus froid derrière lui. Je ne voulais pas d'explications qui sonnaient comme des excuses. Je voulais un mobile, parce que la cruauté pour le plaisir est une chose. La cruauté avec un plan derrière en est une autre. Et si Blair était calme et ma mère effrayée et que quelqu'un avait essayé d'entrer dans le seul endroit où mes résultats vivaient, alors ce qui était vraiment protégé n'était pas mes sentiments. C'était autre chose. J'ai appelé Blair. Elle a décroché à la 3e sonnerie comme si elle s'y attendait. Sa voix était enjouée de cette manière qui me faisait toujours sentir comme si j'étais la chute, même quand elle ne riait pas. Alors, dit-elle, tu l'as enfin fait. Je n'appelle pas pour parler de si je l'ai fait ou non, ai-je répondu, en gardant mon ton égal. J'appelle pour te demander pourquoi tu es allé si loin. Le dîner, le kit, la façon dont tu l'as dit. Tu voulais que toute la pièce entende. Une pause. Pas de surprise. Du calcul. Je voulais que tu arrêtes de faire semblant, dit-elle. Tu joues la victime silencieuse depuis des années. Je ne te demande pas ton commentaire, dis-je. Je te demande ce que tu essaies d'accomplir. Elle a ri doucement, comme si j'étais adorable de penser que je pouvais la coincer avec une question directe. Puis sa voix a baissé d'un demi-ton et l'air a changé. Maman me doit quelque chose, dit-elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les mots en suspens parce qu'ils n'avaient pas de sens jusqu'à ce qu'ils en aient. Dans la maison des Caldwell, la dette ne signifiait pas toujours de l'argent. Parfois, cela signifiait des secrets. Parfois, cela signifiait la loyauté. Parfois, cela signifiait une vie entière à jouer le jeu pour que l'histoire publique reste propre. Te dois quoi, demandai-je.
Pour avoir gardé ma bouche fermée, dit Blair, de manière factuelle. Pour avoir porté la chose qu'elle ne voulait que personne ne sache. Pour avoir fait ce qu'elle avait trop peur de faire. Tu parles de moi, dis-je. Pas une question. Je parle de la vérité, lança-t-elle, l'irritation perçant à travers le vernis. Et la vérité a de la valeur. Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas ça. Tu travailles dans la finance. Tu sais ce qu'est un levier. Mon estomac s'est noué. Pas parce qu'elle l'a dit, mais parce qu'elle l'a dit si clairement, comme si elle attendait des années une chance d'utiliser ce mot à voix haute. Alors c'est un levier, dis-je. Contre maman, contre la succession de papa, contre moi. Ne te flatte pas, répondit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix à nouveau. Il s'agit de ce qui est juste. Juste, répétai-je, et le mot avait un goût amer. Tu avais déjà tout. Tu crois que tu sais ce que j'avais, répliqua Blair. Tu penses que rester ici était une sorte de prix? Je suis resté. J'ai géré maman. J'ai géré papa. J'ai joué le rôle. Et puis il est mort et soudain, tu peux débarquer de ton petit appartement pluvieux et agir comme si tu méritais une place à la table. Je ne demandais pas de place, dis-je. J'ai demandé quand aurait lieu la lecture du testament. Et c'est exactement ça, répondit-elle. Tu agis toujours comme si tu ne faisais que demander pendant que tu te positionnes. C'est pathétique. J'ai fermé les yeux et j'ai forcé ma respiration à rester lente. Ce n'était pas une dispute entre frères et sœurs. C'était une négociation et Blair me montrait son prix. Dis-le clairement, lui dis-je. Qu'est-ce que tu veux? Une autre pause. Puis, avec la confiance calme de quelqu'un qui révèle l'évidence, je veux ce qui m'est dû, dit-elle. Et si maman veut garder sa précieuse réputation intacte, elle s'assurera que je l'obtienne. Parce que si elle ne le fait pas, eh bien, les gens adorent les histoires comme celle-ci. Voilà. La menace déguisée en fatalité et en dessous, quelque chose de pire. Elle croyait qu'elle pouvait remodeler l'histoire familiale en tout ce qui lui serait bénéfique. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté. J'ai fait ce que j'ai appris à faire quand quelqu'un montre son jeu. J'ai écouté. J'ai mémorisé la formulation. J'ai observé le schéma. Tu as acheté le kit, dis-je, comme si je confirmais une transaction. Bien sûr que je l'ai fait, répondit-elle. Tu penses que tu l'aurais fait de toi-même? Tu ne l'aurais pas fait. Tu aurais juste continué à être invisible. Et tu voulais que je l'envoie, dis-je. Tu voulais une preuve enregistrée. Une preuve est une preuve, dit Blair. Ce n'est pas de ma faute si tu ne peux pas le supporter. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse continuer à tourner en rond. Mes mains étaient stables quand j'ai posé mon téléphone, mais ma poitrine était meurtrie. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était quelque chose de plus compliqué. La réalisation que ma sœur ne se contentait pas de ne pas m'aimer. Elle me voyait comme une variable dans son calcul. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé un résumé de l'appel alors qu'il était encore frais. Phrases exactes, changement de ton, la façon dont elle l'a présenté comme une dette, un levier, une réputation, des histoires. Je l'ai sauvegardé avec la date et l'heure. Ensuite, j'ai cherché un avocat. Je ne voulais pas quelqu'un qui se battrait salement. Je voulais quelqu'un qui ne serait pas hypnotisé émotionnellement par l'argent, les noms de famille, ou l'idée que ce n'était qu'une affaire privée compliquée. J'ai trouvé Dana Lou grâce à une recommandation d'un collègue qui avait traversé un litige successoral complexe. Le profil de Dana était direct, litige en matière de fiducie et de succession, différents fiduciaires, testament contesté. Ses critiques ne parlaient pas de charme. Elles parlaient de précision. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était d'abord par appel vidéo. Le bureau de Dana derrière elle était propre, pas stylé. Elle m'a regardé de la même manière qu'un médecin regarde des symptômes. Pas de jugement, juste de la concentration. Commencez par le début, dit-elle. Pas de sentiment. La séquence. Alors, je lui ai donné la séquence, les funérailles, l'obsession prudente de ma mère pour les apparences, le calme de Blair, et ses appels téléphoniques à propos de dossiers, de rendez-vous, de timing. L'invitation soudaine à un dîner d'anniversaire qui semblait répéter. La notification d'expédition, kit de test, livré à l'adresse de Greenwich avec Blair comme destinataire. La scène à table, la phrase de Blair, forte et délibérée, la peur et le silence de ma mère.
La nuit dans ma chambre, l'enveloppe, la photographie, les mots au dos. Pardonne-moi. Les motifs de poussière qui suggéraient que quelqu'un l'avait manipulé récemment. Le processus d'enregistrement de l'ADN, la décision d'utiliser un courriel séparé et une boîte postale. Les résultats, aucune relation avec la lignée Caldwell, correspondance suggérée Hartwell. Mon message dans la conversation familiale, l'appel paniqué de ma mère me demandant de le supprimer. Le texte froid de Blair. La tentative de connexion à mon courriel jetable au moment où les résultats ont été mis en ligne. Puis l'appel avec Blair où elle a admis que ma mère lui devait quelque chose et qu'elle était prête à instrumentaliser l'histoire si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Dana n'a pas beaucoup interrompu. Elle a pris des notes et a posé des questions de clarification seulement lorsque c'était important, comme un procureur qui construit une chronologie. Quand j'ai eu fini, elle s'est légèrement penchée en arrière et a tapé une fois son stylo contre son carnet. Ce n'est pas seulement de la cruauté familiale, dit-elle. C'est de la stratégie. Je n'ai pas aimé à quel point cela me semblait validant. Qu'est-ce que cela signifie légalement, demandai-je. Cela signifie, dit soigneusement Dana, que votre sœur essaie peut-être de changer la façon dont vous êtes traité dans le cadre du plan successoral en transformant votre filiation en un argument juridique. Si votre père a utilisé des fiducies ou des clauses qui définissent les bénéficiaires par la lignée sanguine, elle vise peut-être à vous disqualifier. Même s'il ne l'a pas fait, elle prévoit peut-être de faire pression sur votre mère ou les représentants de la succession avec la menace d'une exposition publique. J'ai hoché la tête parce que cela correspondait à ce que mon estomac avait déjà conclu. Dana a continué, l'autre préoccupation est le timing. Si votre père a anticipé un conflit, il a peut-être intégré des protections dans la structure du testament ou de la fiducie. Certaines personnes incluent des dispositions qui ne s'activent que lorsqu'un litige survient, des instructions supplémentaires, des dossiers de preuves, des pénalités. Ce n'est pas courant dans les familles ordinaires. C'est courant dans les familles riches aux dynamiques compliquées. Le mot « pénalité » a fait bouger quelque chose dans ma mémoire. Le calme constant de mon père. La façon dont il observait les gens plus qu'il ne parlait. La façon dont il ne semblait jamais surpris par l'affection performative de Blair. La façon dont il avait l'air de toujours penser 2 coups à l'avance. Que faisons-nous, demandai-je. Nous gardons tout, dit Dana. Nous arrêtons d'avoir des conversations que vous ne pouvez pas documenter. Et nous recueillons des informations de tiers. Des gens qui ont vu des choses. Des gens qui peuvent confirmer des schémas. Alors je l'ai fait. J'ai appelé un voisin de mon enfance, quelqu'un qui me saluait quand je passais à vélo et me traitait comme un être humain, même quand ma propre maison ne le faisait pas. J'ai appelé la gouvernante de longue date qui avait travaillé pour nous par intermittence et avait pris sa retraite, mais répondait toujours à mon numéro. J'ai appelé un homme qui avait été un ami de mon père, plus professionnel que personnel, mais assez proche pour connaître les rythmes des dernières années de papa. Je n'ai pas posé la grande question. Je n'ai pas dit, suis-je son fils? Cela rendrait les gens sur la défensive. Cela les ferait choisir la loyauté. Au lieu de cela, j'ai posé de petites questions qui ont construit un schéma. Quand papa était malade, qui venait le plus souvent? Qui était toujours là? Qui apportait des papiers à signer? Qui parlait d'avocat? Qui semblait excessivement intéressé à organiser les choses? Les réponses ne sont pas venues comme des preuves accablantes. Elles sont venues comme des chevauchements. Le voisin se souvenait de la voiture de Blair dans l'allée constamment, même les jours où mon père était trop faible pour voir qui que ce soit. La gouvernante se souvenait de Blair insistant pour être présente lors de conversations importantes, planant chaque fois qu'un dossier apparaissait. L'ami de mon père a hésité, puis a admis quelque chose qui m'a serré la mâchoire. Il avait entendu Blair mentionner nonchalamment qu'elle avait parlé à quelques personnes pour prendre de l'avance sur les affaires de la succession. Il avait supposé qu'elle voulait dire faciliter les choses. Rétrospectivement, la façon dont elle l'avait dit avait sonné triomphante. Dana m'a demandé de résumer chaque appel et de le lui envoyer. Je l'ai fait avec les dates, les noms et le contexte, en gardant un ton neutre. Je construisais un dossier, pas un journal intime. Puis une des conversations m'a donné un détail qui ne ressemblait pas à un commérage. C'était comme une fissure dans un barrage. Un contact financier de mon père, quelqu'un qui avait été là pendant les dernières années, a mentionné que mon père s'était plaint une fois d'un transfert qu'il n'avait pas autorisé. Pas fort, pas comme une accusation, plutôt comme une confusion mêlée de déception. Il avait dit quelque chose comme « Je n'ai pas fait ça ».
Et puis il avait balayé l'affaire parce qu'il était fatigué et n'avait pas l'énergie pour la confrontation. Il avait été malade. Il avait géré des médicaments, des rendez-vous et le lent rétrécissement de son propre corps. Il n'avait pas eu la force de poursuivre une transaction manquante. Je n'avais pas de relevé. Je n'avais pas de chiffres. Mais entendre que mon père avait remarqué quelque chose et n'avait pas pu l'arrêter m'a serré la gorge. La réponse de Dana a été immédiate. Ça compte. Nous devrons peut-être demander des comptes plus tard. Pas maintenant. Plus tard, lorsque le processus approprié s'ouvrira. Mais vous avez raison d'enregistrer cela. Une semaine s'est écoulée dans un tourbillon de travail, d'appels téléphoniques et de documentation minutieuse. J'ai cessé de répondre aux numéros inconnus. J'ai commencé à sauvegarder chaque message vocal. J'ai cessé d'envoyer des SMS émotionnels. Tout est devenu, selon mon message précédent, et « Veuillez confirmer par écrit ». C'était clinique. C'était aussi comme une armure. Puis un matin, j'ai reçu un courriel. Il était court, poli, assez générique pour paraître inoffensif. Il provenait d'un cabinet d'avocats avec une adresse à Manhattan et une ligne de signature qui m'a retourné l'estomac, Arlon Price. Le message disait quelque chose comme « Nous mettons nos dossiers à jour. Veuillez confirmer votre adresse postale actuelle et vos coordonnées préférées. » Aucune mention du nom de mon père. Aucune mention de la succession. Juste une douce demande administrative. Je l'ai immédiatement transmis à Dana. Elle m'a appelé quelques minutes plus tard. Ne répondez pas directement, dit-elle. Pas encore. Ce n'est qu'une confirmation d'adresse, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Ce n'est jamais juste une confirmation d'adresse, répondit Dana. Pas dans ce contexte. Le timing est significatif. Cela est arrivé après que vous ayez partagé les résultats ADN et après que votre sœur ait intensifié les choses. Le fait que l'avocat de votre père vous contacte maintenant suggère qu'un processus est sur le point de commencer. Et si votre sœur essaie de vous exclure, il se pourrait que la structure de votre père riposte. J'ai fixé le courriel sur mon écran, l'adresse de Manhattan en bas, le langage soigné et professionnel. C'était comme le premier signe extérieur que mon père s'attendait à cela, qu'il avait laissé quelque chose derrière lui au-delà de l'argent, au-delà du silence. Dana a dit, à partir de maintenant, tout ce qui vient de ce bureau passe par moi. Nous l'enregistrons. Nous le gardons. S'il demande une confirmation, nous répondons de manière contrôlée. S'il y a une réunion, vous n'y allez pas seul. J'ai hoché la tête. Même si elle ne pouvait pas le voir au téléphone, ma gorge était sèche. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé la pluie glisser sur ma fenêtre et j'ai réalisé quelque chose qui m'a de nouveau serré l'estomac. L'avocat de mon père ne m'a pas contacté à cause de mes sentiments. Il l'a fait à cause de la procédure, et la procédure signifie qu'une porte était sur le point de s'ouvrir. J'ai sauvegardé le courriel, imprimé une copie et l'ai placé dans un dossier que j'ai étiqueté avec rien d'autre que la date. Puis je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai attendu le prochain mouvement, en essayant d'ignorer le lourd sentiment que la partie silencieuse de l'histoire touchait à sa fin. La première pression est venue de petites manières laides. Un numéro bloqué appelant à des heures impaires. Un message vocal sans mots, juste une respiration, puis un clic. Un SMS d'un numéro inconnu qui disait « N'aggrave pas les choses. Ne va pas à New York. » Non signé, non expliqué, juste planté dans mon téléphone comme une graine d'anxiété. J'ai essayé de me dire que cela pouvait être du spam aléatoire, un mauvais numéro. Mais mon système nerveux n'y a pas cru. Le timing correspondait trop bien au courriel de Arlon Price, à ma conversation avec Dana, à la prise de conscience de ma sœur que je n'allais pas céder. Puis le coup formel est arrivé. Un courriel de Victor Sloan. L'objet était quelque chose de fade et de juridique. Avis de déclaration diffamatoire et demande de cesser et de s'abstenir. Je l'ai ouvert avec Dana en haut-parleur. Le courriel m'accusait de répandre de fausses informations qui pourraient nuire à la réputation de la famille Caldwell. Il faisait référence à mon partage public de « revendications sensibles ». Il exigeait que je retire mes déclarations et que j'arrête de communiquer des « allégations non vérifiées » à des tiers. Le langage était agressif sans être spécifique, conçu pour intimider. Il ne mentionnait pas le fait que je n'avais rien publié publiquement. Il ne mentionnait pas les résultats ADN. Il ne mentionnait pas les propres mots de Blair. C'était une machine à fumer destinée à remplir la pièce pour que personne ne puisse voir les sorties. La voix de Dana est restée calme.
Ne répondez pas, dit-elle. Nous répondons selon nos propres termes, par écrit, avec des faits. C'est destiné à vous faire peur pour que vous vous taisiez. Ça marche, admis-je, puis je me suis détesté pour cela. C'est conçu pour fonctionner, répondit Dana. La peur coûte moins cher que l'épreuve. Le lendemain, la pression s'est rapprochée de ma vie. Mon service des ressources humaines a demandé à me parler. Je me suis assis dans une petite salle de conférence avec un mur de verre et un bol de bonbons rassis sur la table, écoutant une femme avec un sourire prudent dire « Nous avons reçu un appel demandant de vérifier certaines informations vous concernant. Quelque chose à propos d'une affaire juridique personnelle. Nous n'avons fourni aucun détail, bien sûr, mais nous voulions vérifier avec vous. » Mon visage est resté neutre parce que je l'ai entraîné ainsi, mais à l'intérieur, quelque chose s'est glacé. Ce n'était pas seulement que quelqu'un avait contacté mon lieu de travail. C'est qu'ils l'avaient fait avec assez de confiance pour prétendre qu'ils avaient droit à une réponse. Comme si ma vie était un autre dossier qu'ils pouvaient demander. Je gère une affaire familiale privée, dis-je, en choisissant chaque mot avec soin. Il n'y a aucun problème qui affecte ma performance au travail. Les RH ont hoché la tête, soulagés d'entendre quelque chose de propre. D'accord, dit-elle. Tenez-nous simplement informés si quelque chose change. Je suis retourné à mon bureau, sentant que le sol sous mes pieds n'était pas aussi stable qu'auparavant. Portland avait été mon refuge. Maintenant, il y avait des empreintes digitales de Greenwich sur la porte. Dana ne m'a pas laissé dériver. Elle m'a donné des instructions comme une bouée de sauvetage. Sauvegardez la mise en demeure. Sauvegardez chaque message vocal. Faites une capture d'écran de chaque SMS. Notez la date et l'heure de votre réunion avec les RH, qui était présent, ce qui a été dit exactement. Ne parlez plus à Blair au téléphone, sauf si nous enregistrons légalement ou utilisons un canal écrit. Ne discutez pas. Ne vous défendez pas auprès de personnes qui ne demandent pas de bonne foi. Nous construisons un dossier clair. Alors je l'ai fait. J'ai acheté un carnet que je n'utilisais pour rien d'autre et j'ai commencé à tout consigner comme un dossier d'affaires. J'ai gardé un ton factuel. J'ai laissé mes émotions de côté, non pas parce que je ne les ressentais pas, mais parce que les émotions étaient la chose que ma famille utilisait toujours pour me faire paraître instable. Puis Dana m'a appelé un après-midi et a dit « Je viens de recevoir un appel de quelqu'un du nom d'Elliot Crane. » Le nom ne me disait rien au début. Puis mon estomac s'est quand même noué. « C'est un détective privé », continua Dana. « Il dit que votre père l'a engagé des mois avant sa mort. » Ces mots étaient spécifiques. Je me suis levé de mon bureau et je suis allé dans une cage d'escalier vide pour que personne ne puisse m'entendre respirer trop fort. « Qu'a-t-il dit ?» demandai-je. Dana fit une pause, comme si elle choisissait comment le dire. « Il a dit que votre père avait anticipé que quelqu'un essaierait d'utiliser la biologie contre vous. Il a dit que votre père avait documenté des actions liées à la succession. Il n'a pas donné de détails au téléphone. Il a dit qu'il avait du matériel et des instructions. Et il a dit qu'il attendait qu'une certaine condition soit remplie. » Ma prise s'est resserrée sur la rampe. La cage d'escalier sentait le béton et le produit de nettoyage. Et soudain, j'étais de retour dans ma chambre d'enfant à Greenwich, fixant des motifs de poussière et une enveloppe qui n'était pas à sa place. « Condition, répétai-je. »« Oui, dit Dana. »« Et Cole, cette partie est importante. Il a dit que votre père lui avait dit de ne divulguer les informations que si votre filiation était utilisée pour vous faire honte ou pour vous exclure. » Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Mon père était mourant et alors que je pensais qu'il endurait cela en silence, il construisait quelque chose. Pas une vengeance, une protection, une structure assez solide pour tenir même après son départ. Dana a dit, Elliot veut se rencontrer en personne ou au moins livrer le matériel par les canaux appropriés. Je lui ai dit que nous nous coordonnerions. J'ai dégluti. Alors papa savait. Il en savait assez pour planifier, répondit Dana. Ce qui signifie que nous devons être très prudents. Si votre sœur intensifie les choses, c'est parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Comme par hasard, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Mal orthographié, précipité, comme si ses mains tremblaient en tapant. N'y va pas. S'il te plaît, n'y va pas. Je t'en supplie. Pas de contexte. Pas d'explication. Juste de la peur. Puis le téléphone de Dana a de nouveau sonné. Et quand elle m'a mis en attente pour répondre,
j'ai fixé le message de ma mère jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Elle ne m'avait jamais supplié pour quoi que ce soit comme ça. Elle avait exigé, elle avait instruit, elle avait corrigé. Supplier signifiait qu'elle était terrifiée. Dana est revenue en ligne. Cole, dit-elle, la voix stable. Le bureau de Harlon Price vient de m'appeler. Mon cœur a cogné une fois, lourdement. Ils vous veulent à Manhattan, dit Dana. Ils appellent ça une réunion urgente. Leur formulation était claire. C'est à votre sujet. À mon sujet, pas au sujet de la succession, pas au sujet de l'homologation, pas au sujet de la lecture du testament, à mon sujet. Je me suis assis sur la marche froide de la cage d'escalier parce que mes jambes semblaient soudainement ne plus se faire confiance. Dana continuait de parler. Ils ont d'abord contacté votre mère et votre sœur. Puis ils nous ont contactés. Ils veulent que toutes les parties soient présentes. Ils ont également confirmé que vous êtes autorisé à assister avec un avocat. J'ai entendu le déclic d'une porte dans ma mémoire, comme un mécanisme qui s'enclenche enfin. L'avocat de mon père n'a pas cherché à savoir où j'habitais. Il l'a fait parce que le processus avait commencé. Quoi que mon père ait mis en place, ça bougeait maintenant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre numéro inconnu. Un autre SMS. N'embarrasse pas la famille. Reste à la maison. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste sauvegardé. Dana a dit, nous y allons. Ce n'était pas une question. Une partie de moi voulait quand même dire non. Non pas parce que je ne voulais pas la vérité, mais parce que entrer dans cette pièce à Manhattan signifiait entrer au centre de la machine des Caldwell. Cela signifiait être vu. Cela signifiait être attaqué. Cela signifiait ne plus pouvoir se cacher derrière la distance. La voix de Dana s'est légèrement adoucie. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Ils essaient de vous faire peur pour que vous vous retiriez avant d'entendre ce que votre père a laissé. Le fait qu'ils contactent votre travail, envoient des mises en demeure, vous pressent avec des messages anonymes. Rien de tout cela n'est ce que les gens font quand ils sont confiants. C'est ce qu'ils font quand ils essaient de contrôler le timing. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé les gouttes de pluie glisser sur la fenêtre de la cage d'escalier. De fines traînées de lumière du jour grise. Et s'ils essaient quelque chose de légal avant que nous n'y arrivions, demandai-je. Dana n'a pas hésité. Je vérifie les dépôts maintenant. Quelques minutes plus tard, elle m'a rappelé avec un ton très professionnel. La partie de votre sœur a déposé une requête d'urgence, dit-elle. Il tente de restreindre temporairement l'accès aux informations de la succession en vous qualifiant de non-héritier biologique. C'est une mesure préventive pour créer le doute et ralentir les choses. Mes mains sont devenues engourdies. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer, dit Dana. Mais cela ne signifie pas qu'ils réussiront. Cela signifie qu'ils essaient de façonner la première impression avant la réunion. J'ai fermé les yeux. Je pouvais imaginer Blair le faire, créant d'abord un récit, faisant réagir les autres à sa version, me forçant à jouer en défense. Elle m'avait fait ça toute ma vie. La seule différence maintenant, c'est qu'elle avait ajouté des avocats et des documents judiciaires à sa boîte à outils. Dana a continué, Elliot Crane m'a aussi envoyé un SMS. Il dit qu'il a une enveloppe scellée que votre père a laissée avec des instructions. Elle ne doit pas être ouverte à la légère. Elle doit être produite dans des circonstances spécifiques. Le fait que Harlon convoque une réunion à votre sujet suggère que nous sommes proches de ces circonstances. Une enveloppe scellée. Mon esprit a flashé sur l'enveloppe que j'avais trouvée dans mon placard à Greenwich. La photographie. Pardonne-moi. Mon père avait aussi ses propres choses scellées, apparemment. Des choses qu'il gardait pour le bon moment. Je me suis levé et j'ai senti ma colonne vertébrale se redresser d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des jours. La peur était toujours là, mais elle était repoussée par quelque chose de plus fort. Le sentiment que fuir maintenant serait exactement ce qu'il voulait. J'ai regardé mon téléphone, le message suppliant de ma mère, les menaces anonymes, le brouillard juridique de Victor Sloan, et j'ai entendu le silence de mon père d'une nouvelle manière. Pas une absence, une intention. J'y vais, dis-je, plus à moi-même qu'à Dana. Bien, répondit Dana. Nous voyageons ensemble. Vous ne prenez pas d'appel d'eux. Vous ne rencontrez personne seul. Vous apportez chaque document, chaque capture d'écran, chaque journal. Nous entrons préparés. Après avoir raccroché,
Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon calendrier. J'ai bloqué des jours. J'ai réservé des vols. J'ai imprimé des copies de tout et les ai placées dans un dossier comme si je me rendais au tribunal, car d'une certaine manière, c'était le cas. Cette nuit-là, j'ai fait mes bagages avec un calme étrange, pas un calme paisible. Le genre qui vient quand on arrête d'essayer de gagner de l'amour et qu'on commence à essayer de survivre honnêtement. J'ai glissé les résultats ADN imprimés dans mon bagage à main. J'ai ajouté la photo de l'enveloppe de Greenwich. J'ai ajouté les captures d'écran des messages de Blair, le journal d'appel de ma mère, l'alerte de sécurité du courriel jetable, la mise en demeure de Victor Sloan, la note de la réunion des RH, les SMS anonymes. Avant de fermer le sac, j'ai hésité, la main sur la fermeture éclair, sentant le poids de ce que j'étais sur le point de faire. Toute ma vie, on m'avait appris à demander la permission d'exister dans cette famille, à garder les choses lisses, à ne pas faire de scène, à ne pas forcer les conversations que les gens ne voulaient pas avoir. Pour la première fois, je ne demandais pas. Je me présentais. Le vol de Portland à New York m'a paru plus long qu'il n'aurait dû, non pas à cause des turbulences ou des retards, mais parce qu'il n'y avait plus rien à espérer. Je ne volais pas vers l'Est en croyant que ma famille me comprendrait soudainement, s'excuserait ou s'adoucirait. Cet espoir s'était éteint tranquillement quelque part au-dessus des Rocheuses. Ce qui restait, c'était un seul objectif constant. La vérité devait être exposée au grand jour, exactement là où elle devait être, sans être déformée ou négociée. J'étais assis près du hublot, des écouteurs sans musique, regardant les nuages défiler comme des pages blanches et je me répétais les mots de Dana, comme on répète des consignes de sécurité avant un impact. Ne réagis pas émotionnellement. Ne discute pas de moralité. Tiens-t'en nos faits. Tiens-t'en nos processus. Laisse la structure faire le travail. Dans mon bagage à main se trouvait un dossier que j'avais parcouru au moins 10 fois. Les résultats ADN imprimés et horodatés, des photos de l'enveloppe de Greenwich, de l'écriture au dos de la photo, des motifs de poussière, des captures d'écran des messages de Blair, des appels manqués de ma mère, des SMS anonymes, de l'alerte de sécurité du courriel jetable, de la mise en demeure de Victor Sloan, de la note de la réunion des RH résumant l'appel de vérification, une chronologie que j'avais tapée ligne par ligne jusqu'à ce qu'elle se lise comme un registre, pas une confession. Je n'allais pas à Manhattan en tant que fils ou frère. J'y allais en tant que personne dont la vie avait été transformée en un dossier contesté. Dana m'a retrouvé à l'aéroport. Elle avait l'air comme d'habitude, calme, pratique, portant sa propre mallette mince comme une extension de son bras. Sur le trajet vers la ville, elle m'a de nouveau expliqué la réunion, calmement, méthodiquement, où s'asseoir, quand parler, quand rester silencieux, comment répondre si quelqu'un essayait de me provoquer. Elle ne m'a pas promis la victoire. Elle m'a promis une structure. Et c'était suffisant. Le bureau de Harlon Price occupait les étages supérieurs d'un immeuble de Manhattan qui semblait intentionnellement intimidant. Du bois sombre, des murs de verre, une vue sur la rivière qui vous rappelait à quel point vous étiez petit dans le grand schéma des choses. La salle de conférence elle-même ressemblait moins à un lieu de discussion qu'à un tribunal privé. Une longue table, des chaises lourdes, aucune touche personnelle, juste de l'autorité, polie et silencieuse. Nous sommes arrivés en avance. Je voulais du temps pour respirer et observer. J'ai noté les portes, la disposition des sièges, l'endroit où les documents seraient probablement placés. J'ai choisi un siège près de la fenêtre, à côté de Dana, de manière à ne pas être directement en face de l'endroit où ma sœur s'assiérait. Je ne voulais pas que la confrontation devienne du théâtre. Harlon Price est entré sans cérémonie. Il était exactement ce que l'on attend d'un homme à qui l'on confie une richesse générationnelle et de longue mémoire, calme, précis, portant un dossier épais qu'il a posé sur la table sans l'ouvrir. Le geste à lui seul a dit à tout le monde pourquoi nous étions là. Ce dossier était le centre de gravité. Ma mère est arrivée ensuite. Marianne semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue, comme si la confection de sa vie l'avait finalement lâchée. Ses cheveux étaient épinglés en arrière trop serrés. Sa main serrait son sac à main comme s'il contenait de l'oxygène. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé l'horloge, encore et encore. Blair est arrivé en dernier, coiffure parfaite, posture droite, expression contrôlée. Elle a amené Victor Sloan avec elle, qui a examiné la pièce avec les yeux attentifs de quelqu'un qui calcule le risque plutôt que la domination. La confiance de Blair était toujours là, mais j'ai vu la fissure immédiatement. Son regard s'est posé une seule fois sur le dossier devant Harlon et s'est attardé une fraction de seconde de trop. Harlon s'éclaircit la gorge et commença.
Il a reconnu la présence de conseillers juridiques des deux côtés et a déclaré clairement que la réunion avait été convoquée sur instructions écrites laissées par Robert Caldwell. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un rassemblement procédural de routine. C'était une réunion déclenchée par des conditions spécifiques décrites à l'avance. Il a dit que ces conditions incluaient toute tentative d'utiliser des questions de filiation pour humilier, discréditer ou m'exclure de la considération dans les affaires liées à la succession de Robert Caldwell. Quelque chose de froid et d'électrique m'a traversé. La phrase que Blair avait lancée à travers la table du dîner des mois plus tôt a résonné dans ma tête, et pour la première fois, j'ai compris tout son poids. Elle ne m'avait pas seulement blessé. Elle avait déverrouillé quelque chose que mon père avait délibérément scellé. Arlon a ensuite résumé la distribution de la succession. Il l'a fait de manière clinique, sans fioriture. La majorité des actifs, y compris l'autorité de gestion de certaines fiducies, les participations d'investissement et le pouvoir de décision concernant les propriétés principales, m'étaient désignés. Pas conditionnellement, pas provisoirement, directement. Je n'ai pas réagi, pas extérieurement. Je l'ai absorbé comme des données, parce que c'est ce que c'était. Mon père ne m'avait pas promis un avenir en privé. Il l'avait écrit pour qu'il existe. Blair s'est levée brusquement, le mouvement assez vif pour que sa chaise racle le sol. Elle a parlé vite, la voix tendue d'indignation, agitant le concept d'ADN comme un verdict. Elle a dit que je n'étais pas son fils biologique. Elle a dit que je n'avais aucun droit. Elle a dit que les documents devaient être invalides. Arlon n'a pas élevé la voix. Il lui a simplement demandé de s'asseoir et a dit qu'il y avait plus à lire. Puis il a fait quelque chose qui a complètement changé l'air dans la pièce. Il a lu les mots de mon père, écrits des années plus tôt, déclarant qu'il savait depuis ma petite enfance que je n'étais pas biologiquement apparenté à lui, qu'il avait choisi de m'élever quand même, et que sa décision de me reconnaître comme son fils ne nécessitait l'approbation ou la validation de personne d'autre. L'argument que Blair construisait s'est effondré en temps réel. On pouvait le voir dans la façon dont sa mâchoire s'est crispée, dans la façon dont la posture de Victor Sloan a changé. La biologie avait été anticipée, documentée et neutralisée bien avant que l'un de nous n'entre dans cette pièce. Arlon a continué. Il a fait référence à des documents recueillis par un détective privé, Elliot Crane, engagé par mon père des mois avant sa mort. Une liste a été posée sur la table. Des dossiers financiers, des registres de réunions avec plusieurs cabinets d'avocats, des notes documentant la pression exercée pendant la maladie de mon père, des reçus pour l'achat du kit ADN livré à l'adresse de Blair des semaines avant mon anniversaire. Le centre d'intérêt de la pièce a changé. Il ne s'agissait plus de savoir qui j'étais par le sang. Il s'agissait de savoir qui avait essayé d'orienter les décisions d'un homme mourant. Arlon a expliqué la présence d'une clause dans les documents de la succession qui pénalisait toute tentative de contester la distribution sans motif valable. Toute partie engageant une telle action risquait la déchéance de ses avantages et l'appel immédiat des avances ou des prêts en cours. Le visage de Victor Sloan a raconté l'histoire avant qu'il ne dise un mot. Il a compris exactement de quel type de document il s'agissait. Ce n'était pas une erreur ou un oubli. C'était une structure construite pour résister précisément à ce comportement. Puis Arlon a pris une enveloppe scellée dans le dossier. Il ne me l'a pas remise immédiatement. Il a déclaré que mon père avait ordonné qu'elle ne soit livrée qu'après la présentation des preuves, seulement à moi, et seulement dans ce contexte. Il l'a posée sur la table devant moi et m'a demandé d'attendre le moment opportun. J'ai regardé l'enveloppe et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas du triomphe, pas du soulagement, de la reconnaissance. Mon père ne m'avait pas seulement aimé en silence. Il avait planifié pour moi. Il m'avait protégé dans une langue que je ne savais pas encore parler. Quand Arlon a finalement hoché la tête et indiqué que je pouvais ouvrir l'enveloppe, la pièce était devenue très silencieuse. Je l'ai fait glisser vers moi et j'ai brisé le sceau, avec précaution, conscient de chaque son. À l'intérieur se trouvaient deux documents. L'un était personnel, manuscrit. L'autre était formel, tapé, notarié et dense de langage juridique. J'ai d'abord lu la lettre manuscrite en silence. Mon père écrivait qu'il avait vu à quel point j'étais souvent négligé, à quel point j'avais été facilement écarté, et combien il regrettait de ne pas avoir eu la force de changer la dynamique familiale de son vivant. Il ne s'excusait pas de m'aimer. Il s'excusait de ne pas m'avoir protégé plus tôt. Il disait qu'il me laissait quelque chose de plus important que de l'argent, l'autorité de décider de la suite des événements. Le deuxième document expliquait comment cette autorité fonctionnait. Il décrivait des procédures pour répondre à la diffamation,
à l'intimidation et à l'ingérence dans mes moyens de subsistance. Il donnait aux représentants légaux de la succession le pouvoir discrétionnaire d'intensifier les choses si des tentatives étaient faites pour me pousser à me retirer. En le lisant, j'ai compris pourquoi mon père avait été si calme vers la fin. Il n'avait pas été passif. Il avait fini de se préparer. Le document clarifiait également mon statut en termes précis. J'étais identifié comme un fils par reconnaissance et par l'attention portée, non par le sang, avec un compte rendu détaillé de mon éducation et du rôle de mon père. Le langage était intentionnel, conçu pour ne laisser aucune place à la réinterprétation. Arlon s'adressa de nouveau à la salle, soulignant les divergences dans l'activité financière pendant la maladie de mon père et confirmant les réunions que Blair avait tenues avec plusieurs avocats. Victor Sloan se pencha vers Blair et lui parla doucement, son ton sans équivoque. Ce n'était pas un combat qu'il pouvait recommander de poursuivre. On a demandé à ma mère de confirmer des détails de base. Elle n'a rien dit. Son silence a rempli la pièce plus fort que n'importe quelle confession. Pour la première fois, elle ne pouvait pas gérer l'histoire. Dana a demandé que toutes les communications qui m'étaient adressées cessent immédiatement et que tout contact futur se fasse par l'intermédiaire d'un avocat. Arlon a confirmé le plan d'exécution de la succession selon le calendrier, avec surveillance et documentation. Victor Sloan a conseillé à sa cliente de ne pas poursuivre l'action. L'affaire, d'un point de vue juridique, était résolue. Plus tard dans la journée, ma mère a demandé à me parler en privé. Elle voulait expliquer. Je lui ai dit qu'elle pouvait dire la vérité, mais que je ne la porterais plus pour elle. Je ne protégerai plus les mensonges au détriment de ma propre vie. Je n'ai pas promis le pardon. J'ai promis des limites. Je suis retourné à Portland après que tout ait été finalisé, travaillant avec Dana pour assumer mes responsabilités méthodiquement. La maison de Greenwich est devenue un actif, pas un symbole, une ligne budgétaire, pas un foyer. Ce qui restait était plus simple que je ne l'attendais. Je n'avais pas besoin de sang partagé pour être un fils. J'avais besoin qu'une personne me choisisse et maintienne ce choix. Mon père l'a fait. Du début à la fin, il m'a choisi.